Bonsoir et bienvenue dans Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire, ce jeudi, le PAIGC, vainqueur des élections législatives du 10 mars en Guinée-Bissau. Une victoire sans majorité absolue avec 47 des 102 sièges à pourvoir. Comment va-t-il gouverner? Eh bien, on en parle. Au programme également, la 6e édition du Forum Afrique Développement au Maroc, une édition qui met la République de Sierra Leone à l'honneur, mais des représentants de plusieurs États ont fait le déplacement. Et puis Madagascar qui fait face à une épidémie de rougeole sans précédent. Plus de 79 000 cas ont été recensés au cours des 6 derniers mois. Sur le terrain, les autorités sont sur le qui-vive. Avec nous sur ce plateau pour nous accompagner tout au long de cette émission, Monsieur Léon Koungou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur en sciences politiques et en politique de sécurité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À vos côtés, Monsieur Gaspard Hubert Lonsi Koko, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes analyste politique. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et face à vous, Maître Adoté Blivy, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes docteur en droit et avocat à la Cour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Tout le plaisir est pour moi. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Il s'était proclamé vainqueur et les urnes lui ont donné raison. En Guinée-Bissau, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert a remporté les élections législatives du 10 mars, mais avec 47 sièges sur 102. L'ancien parti unique manque de peu la majorité absolue. Farba Maroun. La Commission nationale électorale de Guinée-Bissau a publié mercredi les résultats provisoires des élections législatives du 10 mars 2019. Le PAIGC, Parti africain de l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, au pouvoir, arrive en tête, s'adjugeant 47 sièges sur les 102 que compte l'Assemblée nationale. Il est suivi par le MADEM, Mouvement pour l'alternance démocratique, qui obtient 27 sièges, et par le PRS, Parti de la rénovation sociale, qui en a obtenu 21. C'est la première fois que nous avons eu de tels résultats avec le PAIGC depuis 1994. Avec 47%, 47 députés, cela ne lui garantit pas toute la liberté ou bien, comment dirais-je, ne lui donne pas toute la garantie de gouverner tout seul. Le PAIGC remporte donc le scrutin sans majorité absolue au Parlement. Prochaine étape, il va falloir former un gouvernement grâce à des accords conclus mardi avec de plus petites formations politiques qui ont totalisé 7 sièges. Madame, qui est une dissidence du PAIGC et du PRS, de l'ex-président Kouayala, qui avait été la tête de liste de l'opposition. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ces deux ensemble commencent à contester les résultats qui ont été donnés, qui sont vraiment des résultats très courts par rapport à l'enjeu, par rapport aux attentes du PAIGC. Les élections législatives du 10 mars suscitent beaucoup d'espoir chez les populations bissau-guinéennes. Elles devraient contribuer à résoudre la crise que traverse le pays depuis le limogeage par le président Vaz en 2015 du Premier ministre de l'époque, Domingos Simoes Pereira, chef du PAIGC. Ces résultats devront être validés par la Cour suprême. Monsieur Blivy, ces élections ont été les plus disputées depuis l'avènement de la démocratie en Guinée-Bissau, avec un taux de participation record qui atteint les 84%. Qu'est-ce que cela traduit ? Nous ne pouvons que saluer l'émancipation du peuple bissau-guinéen qui a su saisir cette occasion, parce qu'avec le limogeage du Premier ministre, il s'est créé une crise dans ce pays qu'il fallait surmonter. Et pour la surmonter, il a fallu l'aide des pays de la CEDEAO qui ont contribué à apaiser d'abord la tension et à organiser les élections. Donc le peuple bissau-guinéen est parti d'un trouble. Vous savez, quand il y a l'insécurité, il y a également la misère. Donc le peuple bissau-guinéen veut sortir de cette misère, veut sortir de cette insécurité-là. Et en participant massivement aux élections, il a fait preuve de maturité et veut un changement qui lui permettrait d'avancer. Monsieur Koungou, comment avez-vous accueilli cette victoire du PAIGC? Avec, je dirais, pas d'enthousiasme, mais beaucoup d'interrogations.
Je voudrais d'abord dire bravo ou mention honorable à la CEDEAO. Parce que souvenez-vous, dès 2015, on est pratiquement dans une impasse. Et lorsque la CEDEAO, c'est-à-dire se met sur le plan, c'est-à-dire à chercher une solution à ce dossier, c'est-à-dire il est désigné un Premier ministre de consensus. Donc, tout son programme va donc s'articuler, c'est-à-dire vers une entreprise qui consistait à accompagner le pays vers les élections. On est donc, je dirais, en plein dans une fabrique, je dirais, de la paix démocratique. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est les législatives. Quand on sort les calculettes, donc les choses sont fort simples. Comme vous l'aviez souligné, le parti historique a 47 voix, plus les alliances nouées, 47 plus 7, ça fait 57. 54 suffisamment, c'est-à-dire, je dirais, c'est suffisant pour former un gouvernement. Mais de l'autre côté aussi, vous avez une force qui a 48 sièges et qui est constituée majoritairement de frondeurs, c'est-à-dire d'anciens du parti de l'Alliance, voilà. Et plus quelques alliés également. Ce que je vais réellement souligner ici, je pense qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Comment ça? Expliquez-vous. Oui, je vais le faire. Les législatives, après les législatives, en juin, on ira vers une présidentielle. Mais on n'a pas posé une question essentielle. Comment a-t-on fait pour en arriver là? Quelle est l'origine de la crise? Moi, je pense que au préalable, c'est-à-dire à partir du moment où la communauté internationale, c'est-à-dire s'immisce dans un problème de politique interne, il fallait résoudre le problème de la Constitution. Et il faut à la Guinée-Bissau une constitution tout à fait claire. Pour l'instant, cette constitution, elle est claire. Elle définit clairement les rôles des uns et des autres. Les deux entités de l'exécutif. Nous allons revenir sur cette question. Mais déjà, je voudrais qu'on parle un petit peu du déroulé de cette élection. Monsieur Lonsi Koko, on a vu que pour l'instant, les résultats ont été publiés. Il n'y a pas eu de rejet de ces résultats pour l'instant. Est-ce qu'on est en train de s'acheminer vers une sortie de crise en Guinée-Bissau ou est-ce que on n'est pas, ou est-ce qu'on est encore dans un cas de figure où on risque de faire face à une nouvelle crise? Tout dépendra de la vision politique des hommes et des femmes politiques de la Guinée-Bissau. Le peuple, en tout cas, a montré sa volonté de vouloir sortir de la crise en votant massivement. Mais si je regarde les résultats, je vois quand même que les PAICG qui devaient être majoritaires s'est scindé en deux. Et la partie gagnante n'a pas la majorité absolue, doit composer avec une autre partie qui pourra, selon ses intérêts, servir des minorités de blocage. Entre-temps, les problèmes qui sont à l'origine de la discorde entre les deux camps du PAICG n'est toujours pas réglé. Donc on arrive à un résultat qui est presque bancal par rapport aux deux forces. Donc à mon avis, il y a risque d'affrontement par d'autres partis interposés entre les leaders actuels de la partie gagnante et le président de la République. Et d'autre part, chacun va vouloir tirer l'épingle du jeu, notamment les petits partis, pour pouvoir déstabiliser les pays politiquement parlant. Donc pour moi la situation est très très complexe et qu'il faut manier avec délicatesse. Et j'ose espérer que les Guinéens-Bissau, on dit, seront en mesure de dépasser leurs divergences pour pouvoir privilégier l'intérêt public. Oui, le problème c'est que c'est un problème de personnes au sein du PAIGC. Vous avez d'un côté le président Vaz et de l'autre côté le président du parti qui est l'ex-premier ministre. Donc si on arrive à résoudre ce problème de personnes, c'est un problème de personnes, c'est un problème de personnes, c'est un problème de leadership qui se pose au niveau du PAIGC. Je pense que si on arrive à surmonter ce problème, certainement avec les élections qui vont venir au mois de juin, on peut espérer dépasser ce clivage. Ils peuvent même récupérer leur majorité en fusionnant, en reformant de nouveau un même groupe au sein du Parlement. Parce que en Guinée-Bissau,
Guinée-Bissau, le PAIGC est implanté partout. C'est le premier parti, c'était le parti unique qui, après, a su conquérir le pouvoir, l'a garder et l'a gérer avec les uns et les autres. Nous connaissons les problèmes que ce pays a connus, mais il se pose toujours, au sein même du PAIGC, depuis l'origine, le problème de leadership. Celui qui tient le parti, normalement, celui qui tient le gouvernement. Et la Constitution permet. Vous savez que la Constitution permet au président qui est élu au suffrage universel d'être là pendant 5 ans, mais les députés ne sont élus que pour 4 ans. Ce qui fait qu'il y a un petit décalage entre le Parlement et le président de la République. Sauf que le président, le Premier ministre, pardon, est le chef du gouvernement. C'est lui qui a la main sur le gouvernement. Le président n'est là que pour certaines nominations, on dirait pour gérer... Il a un rôle protocolaire. Plus un rôle protocolaire. Celui qui tient le pays, normalement, c'est le Premier ministre. Oui, on pourrait parler du régime parlementaire, mais je ne suis pas... tout à fait le régime parlementaire. Oui, en fait, si vous donnez le soin au Premier ministre, c'est-à-dire d'implémenter la politique de l'État au quotidien, on s'apparente vers ça. Mais ce que je voudrais souligner ici, c'est-à-dire problème de personnes, je ne suis pas, c'est-à-dire dans cette logique. Parce que nous ne parlons pas d'un village, nous parlons d'un État. Un État est institutionnalisé. Je dis et je le répète, il faut doter la Guinée-Bissau, c'est-à-dire d'une constitution qui va dans un premier temps résoudre le problème de l'exécutif. Il est inadmissible. Dans tous les exécutifs au monde, c'est-à-dire on trouve 2 entités. Le président de la République et celui qui, à un moment donné, détient la majorité à l'Assemblée nationale, à savoir le Premier ministre, et qui, lui, au quotidien, c'est-à-dire lorsqu'on n'est pas dans l'optique, je dirais, d'une cohabitation, c'est-à-dire d'une cohabitation. C'est une cohabitation déguisée. Hein? Oui, une cohabitation déguisée, mais il faut que la Constitution soit suffisamment claire pour exprimer le rôle des uns et des autres. Sinon, on est reparti vers le... Dans ce cas, vous préconisez un système à l'américaine où il y a un président fort. C'est un choix aussi. Et la constitution guinéenne de la Guinée-Bissau et la constitution capverdienne est la même. D'ailleurs, les PAIGC est dans les... Qu'est-ce qui fait qu'au Cap-Vert, ça se passe très bien et que ça ne se passera pas très bien au... Vous pensez donc... c'est pourquoi moi je maintiens que c'est un problème de personnes. On a un problème entre 2 personnalités. On a beau changer la Constitution. Si le problème de personnes persiste, ce sera toujours imaginé, on va dire, hein, dans la meilleure des hypothèses. On a un président du PAIGC, on a un système présidentiel qui nomme le Premier ministre. Quand le Premier ministre n'est pas d'accord avec le... D'ailleurs, on a vu, il l'a limogé, ils étaient du même parti il y a quelques années, il l'a limogé. Voilà, il l'a limogé, donc ça peut encore se reproduire, quel que soit le système. Mais ce qui est vrai, il n'y a pas de constitution parfaite. On peut toujours l'améliorer, apporter... Enfin, nous avons déjà des exemples, on peut toujours aller de l'avant, voir ce qui n'a pas marché et essayer de trouver d'autres points qui pourraient se les oui, payer. Surtout intégrer que, quel que soit son charisme, c'est-à-dire les hommes se diluent derrière les institutions. Ah, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais, qu'on le veuille ou non, derrière les institutions, il y a toujours des hommes. Les institutions ne sont pas comme ça, ce sont les hommes qui font les institutions aussi. Alors, je voudrais, messieurs, peut-être qu'on dise un mot sur le parti de la rénovation sociale qui était jusqu'ici chef de file de l'opposition, mais qui, à l'issue de ces élections, n'a obtenu que 21 sièges et qui a ainsi perdu la moitié de ses députés. Quelle lecture on peut faire de cette information, Monsieur Koungou? Je pense que, c'est-à-dire, vous soulignez là le rôle d'un acteur très important, parce qu'il est très inféodé. Parce que très inféodé, notamment avec des entrées remarquables au sein de la hiérarchie militaire. Donc, voilà pourquoi, c'est-à-dire, pour moi, ces résultats, c'est-à-dire le fait que le parti historique n'ait pas obtenu la majorité, c'est-à-dire qui lui permet immédiatement, c'est-à-dire de former le gouvernement, c'est une bonne chose. Parce que depuis 2015 et 2018, c'est-à-dire l'institution d'un gouvernement, j'ai dit consensuel. Je pense que jusqu'à la présidentielle en juin prochain, il va falloir continuer sur cette logique. C'est-à-dire quand bien même le parti historique et son allié, c'est-à-dire formeraient le gouvernement, il faut également intégrer l'autre parti qui a 48 voix, et y compris le parti pour la rénovation sociale qui a quand même une marge, je dirais, de manœuvre assez significative et même une capacité de nuisance assez significative. Parce que derrière, il y a un acteur qui, au quotidien, structure
et joue le rôle de vigie de la vie politique, c'est l'armée. Voilà, ça dit, il faut tenir compte de cela et c'est très important. Voilà pourquoi je disais que, en fait, certes, en prenant nos calculettes, nous avons 54 sièges, ce qui donne droit à la formation, c'est-à-dire d'un gouvernement, mais il faut le dire, on n'est pas dans un pays normal. Mais de l'autre côté, on a un bloc de 48 sièges. Il faut sièges. continuer à essayer d'unir, c'est-à-dire ce qui est éparse aujourd'hui, peut-être pas, c'est-à-dire en mettant le gaz sur ce qu'on appelle la paix démocratique, peut-être dès juin, se dégagera, c'est-à-dire une majorité, un président de la République qui peut-être réussira à implanter une véritable paix dans ce pays. Monsieur Blivi, je vois que vous avez envie de réagir, allez-y. Oui, non, mais je voulais tout juste dire que la proposition qu'il fait, c'est tout à fait légitime. C'est ce qu'on aurait souhaité tout savoir. Sauf que nous sommes, comme il a dit aussi, dans un pays qui n'est pas normal. Nous sommes dans des systèmes anormaux. Ce qui fait qu'une décision prise le matin peut contredire celle qu'on va prendre l'après-midi. Il y a la présence de l'armée qui n'est pas négligeable. Il est fort louable que cette fois-ci les élections se soient bien passées. C'est tout à fait honorable. On espère que les hommes politiques vont tenir compte de ces résultats pour intégrer la volonté des électeurs et gérer le pays autrement comme ils ne l'ont pas fait jusque-là. Je veux dire par là que le Premier ministre qui va être élu, qui va être désigné, pardon, certainement le président du PAIGC, va tenir compte des propositions des uns et des autres, sans pour autant former un gouvernement d'union nationale, parce que le gouvernement d'union nationale, la plupart du temps, c'est toujours voué à l'échec, mais en formant un gouvernement qui tiendrait compte des aspirations de ceux qui n'ont pas voté pour le PAIGC. C'est difficile à faire, mais on peut toujours le faire. Monsieur Lonsokoko, vous êtes de cet avis? Vous pensez qu'un gouvernement d'union nationale aujourd'hui n'est pas une solution envisageable en Guinée-Bissau? Je pense que j'aimerais bien qu'il faille rassembler tout ce qui est part en vue d'une Guinée-Bissau meilleure et davantage éclairée. Mais dès lors qu'il y a aussi une majorité qui se dégage, qui a un projet de gouvernement, je pense que cette majorité doit œuvrer pour que son projet de gouvernement soit appliqué. Je suis conscient qu'il y a 48 sièges à côté qui pèsent. Mais et qui d'ailleurs bénéficient du soutien du président Vass. Hein. En plus, c'est pour cela que si on joue à ces jeux-là, on déstabilisera tranquillement le pays. Mais si les acteurs politiques sont conscients des résultats du vote, la majorité qui est là, il faut qu'elle gouverne et l'autre est... Peut-être... Il faut une opposition. Il faut une opposition qui permet au gouvernement de corriger cette tige. Tout à fait. S'il n'y a pas d'opposition, ça ne sert à rien. Justement, là, l'opposition s'est alliée au Madem G5 constitué justement de frondeurs du PAIGC. Oui, mais bon, ça aide de savoir ce qu'ils veulent. Si une minorité doit toujours servir des minorités de blocage ou de déstabilisation parce qu'elle a une armée derrière soi, je pense qu'il faut aussi revoir le rôle de l'armée dans un pays où on sombre tout le temps systématiquement dans des coups d'État. Donc on ne regrette pas qu'on nous traite d'inconscients et des gens immatures politiquement, où on est conscient qu'on a une armée citoyenne et républicaine et qui doit respecter le fonctionnement des institutions démocratiques. Et un point trait, l'armée n'est pas là pour pouvoir s'élever par rapport à des sautes d'humeur des uns et des autres. Tel semble ne pas être le cas. Parce que, c'est-à-dire là, analysons les données, c'est-à-dire factuelles. Oui, mais ne l'encourageons pas non plus, puisque la cadence des coups d'État en Guinée-Bissau, c'est-à-dire vous la connaissez. Raison de plus pour dénoncer ça avec force et vigueur. Nous ne devons pas systématiquement avoir peur de l'armée, de peur que la démocratie soit hypothéquée par des mécontents en uniforme. Mais cela dépendra en grande partie des hommes politiques qui sauront faire... Et je vais peut-être créer le scandale sur ce plateau en disant que parfois, lorsque la dévolution, c'est-à-dire du pouvoir par la voie des urnes, semble impossible, le coup d'État peut être une institution.
faut pas nécessairement voir le rôle de l'armée. Le coup d'État, non. Le coup d'État pour l'institution, non. Je ne pense pas. Il y a d'autres moyens pour y arriver. Pourquoi toujours avoir recours au coup d'État? On dirait que les hommes politiques en Afrique ne peuvent pas s'entendre pour régler le problème. Est-ce que vous pensez que ce sont les militaires qui ont les meilleures solutions pour l'Afrique? Moi, je ne pense pas. C'est une analyse. J'ai souvent vu des foules descendre dans la rue, c'est-à-dire pour dire vive l'armée lorsque ça intervient. Le militaire ne négocie pas, lui, il connaît que la force des armes. Alors, s'il faut qu'on puisse être dirigé par les armes, c'est triste. Toutes ces précisions. On marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.